L'histoire se déroule en Angola, un pays pauvre où une grande partie de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. La journaliste Estelle Motion raconte dans un livre qui sort ce mercredi le règne du président Dos Santos et de sa famille. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors ce livre, c'est donc le fruit d'une longue enquête sur la famille Dos Santos. Comment vous est venue l'envie de la réaliser, cette enquête ? Alors, comme vous le disiez, je suis journaliste et en fait, j'ai été correspondante de RFI et de l'agence France Presse à Luanda, en Angola, de 2012 à 2015. Dans ce cadre-là, j'ai suivi l'actualité, j'ai découvert le pays, mais j'ai aussi découvert cette famille Dos Santos, qui était à la fois en fait, omniprésente dans le pays par son pouvoir et en même temps lointaine, un peu secrète, qu'on ne connaissait pas. Et donc, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Vous avez rencontré des difficultés, des obstacles pour enquêter ? Alors, quand je me suis installée, j'ai pas eu de problème en fait pour m'installer sur place. Ensuite, au quotidien, j'ai rencontré en fait les mêmes difficultés que mes autres collègues angolais et étrangers. Donc ça peut être des choses très concrètes comme les embouteillages, ça peut être aussi une certaine bureaucratie et un accès, c'est sûr, restreint à l'élite, enfin en tout cas une partie de l'élite. Ensuite, ce qui était assez marquant, je donne quelques anecdotes dans le livre, c'était aussi par exemple le fait de ne pas forcément pouvoir faire un micro-trottoir facilement sur un sujet dès que ça pouvait toucher au pouvoir. Donc c'est des petites choses comme ça, dans l'expression de la parole qui était des Angolais, une partie des Angolais qui était plus difficile. Pourquoi avoir choisi de raconter cette enquête sous forme de roman ? Alors, c'est vrai que le livre, c'est avant tout un récit journalistique, fondé sur un travail d'enquête, un travail documenté. Mais il y a une part d'interprétation qui tient en fait au moment où j'exprime les sentiments que je prête aux personnages, en tout cas au moment où je me mets dans leur tête. Alors, pourquoi avoir fait ça ? En fait, c'est difficile d'intéresser les gens à un pays comme l'Angola, lusophone, donc pas francophone, pas dans la sphère d'intérêt premier. Et donc, ce choix, il résulte en fait d'une réflexion qu'on a eue avec mon éditeur, Cartala. On s'est dit comment on peut faire en sorte que les gens accrochent avec cette histoire et s'intéressent à cette histoire. Et en fait, le meilleur moyen de la raconter, c'est de passer par la saga familiale et de passer par ces personnages hauts en couleur. Oui, c'est uniquement pour l'intérêt du lecteur. Pour rendre l'histoire accessible, pour intéresser et convaincre les gens de s'intéresser à l'Angola. Alors, le patriarche de la famille, c'est José Eduardo dos Santos, un président de l'Angola de 1979 à 2017. Vous dites, c'est l'incarnation d'une main de fer dans un gant de velours. Quel est son parcours ? Alors, il a un parcours vraiment étonnant. Fils de maçon, qui devient président en fait à l'âge de 36 ans, après la mort de son mentor politique Agostinho Neto, le premier président de l'Angola. Il devient président dans un contexte tout à fait difficile, de guerre, de conflit. Et ensuite, ça c'est ce que je raconte, je lui consacre tout un chapitre. Ensuite, on voit comment il installe en fait son système de pouvoir politique, économique, social, les années passant, en manœuvrant habilement, sans jamais d'éclat de voix public. Et donc en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un sur lequel on n'aurait pas parié et qui se retrouve en fait dans une situation de pouvoir. Donc c'est ça qui peut être fascinant dans sa trajectoire. Vous dites dans votre livre, il considère le pays comme sa propriété privée. Pourquoi ? En fait, je reprends une expression que m'avait donnée une journaliste, une consoeur angolaise au détour d'une conversation et qui m'avait beaucoup marquée parce que je trouvais que ça reflétait bien ce qui ressortait dans le pays. En fait, c'est tout l'enjeu aussi, c'est tout le défi de ce livre, c'est-à-dire raconter comment à un moment un système de pouvoir se met en place dans un contexte particulier, comment il se développe pendant un contexte de conflit, comment il se développe et il continue après le retour de la paix en 2002 et comment même il s'amplifie. Et ce système, il fonctionne sur des caractéristiques, si je peux dire les choses comme ça. C'est l'accaparement en fait des richesses par un certain groupe, par une certaine élite, donc des membres de la famille présidentielle et des proches du clan. Et il y a plusieurs autres caractéristiques, une certaine confusion entre les fonds privés et publics, une certaine opacité, un recours au népotisme, même si les membres le contestent. Alors vous venez de parler de la fin de la longue guerre civile en 2002, qui a fait, rappelons-le, 1 million de morts, 4 millions de déplacés. Il a joué un rôle important dans ce tournant pour l'Angola ?
Complètement. Donc en fait, José Eduardo dos Santos, c'est le vainqueur de la guerre, de cette guerre, de la guerre civile. Après la mort en fait de son opposant, le leader de l'UNITA, l'autre mouvement d'indépendance de l'Angola, donc Jonas Savimbi. Donc en fait, c'est une victoire par chaos, si on peut dire comme ça. Et donc après cette victoire, il y a un des chefs de l'État, des commandants de l'armée, qui l'appelle l'architecte de la paix, ou architecto da paz. Et ça, cette expression, elle reste. Et ça devient en fait un élément important de la rhétorique du MPLA. Et 10 ans après, lors des commémorations du retour de la paix, donc en 2012, eh bien, il y a lors des commémorations, il y a les t-shirts qui sont diffusés à l'effigie de José Eduardo dos Santos avec ce slogan architecte de la paix. Et c'est ensuite une phase de reconstruction qui commence pour le pays. De nombreuses infrastructures sont rénovées. C'est quand même une des grandes réussites du président. Tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'au sortir de la guerre, l'Angola, c'est vraiment un pays dévasté. C'est un champ de ruines. Hein. Donc, il s'enclenche ensuite cette reconstruction. Ça, c'est vrai que c'est la grande réussite de José Eduardo dos Santos. Moi, l'image que je conserve, c'est à Luanda, à cette époque-là, moi, quand j'arrive en 2012, des grues partout, des chantiers partout, et même aux 4 coins du pays, les aéroports de chaque province qui sont reconstruits. C'était vraiment impressionnant. À cette époque-là, on appelait Luanda la Dubaï de l'Afrique. Hein. C'était pas rien. Il y a une autre protagoniste de l'histoire, c'est Isabelle, sa fille aînée. Vous parlez de l'étoile de la famille. Pourquoi ? Exactement, c'est comme ça que je la qualifie dans le livre. Parce qu'en fait, c'est vraiment le visage, la projection en fait de la réussite de la famille à l'international. Femme d'affaires à succès, avec de nombreux partenaires à l'étranger, globe-trotter, polyglotte, participe à des soirées de la jet set mondiale. Oui, avec son mari, elle est très bien intégrée dans le monde des arts, dans le monde du showbiz. Exactement, ça qui est fascinant. Il forme avec donc Syndicat Dokolo, un Congolais, Syndicat Dokolo, un couple vraiment glamour et qui incarne vraiment cette réussite éclatante. Hein. Alors, on n'a pas encore parlé de José Filomeno, le fils de Dos Santos, le demi-frère d'Isabelle, un jeune homme réservé qui va pourtant passer par la case prison. Oui, alors dans le livre, je le qualifie de fils sacrifié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'en 2012, c'est quasiment un inconnu, José Filomeno. Vraiment, c'est celui qu'on connaît le moins dans la famille. Et donc, en fait, il arrive sur le devant de la scène assez tardivement, en étant nommé dans le trio qui va diriger le fonds souverain angolais, doté de 5 milliards de dollars. Ensuite, quelques temps plus tard, il en prend la tête. Donc là, il est exposé, jusqu'au moment d'être limogé par le nouveau président, et puis inculpé pour fraude avec d'autres personnes. C'est ce qui le conduit en fait en prison, donc en détention provisoire pendant 6 mois. C'était impensable, il y a avant que ça intervienne, 2-3 ans avant, même quelques mois avant, c'était impensable qu'un Dos Santos soit placé en prison, et maintenant doivent comparaître devant la justice puisque son procès doit intervenir bientôt. Alors l'Angola, il dispose de nombreuses mines de diamants. Comment est-ce qu'ils ont géré ce secteur ? Oui, alors, le secteur des diamants, ça montre en fait les ambitions qu'ont pu avoir. C'est un secteur qui a été beaucoup investi par les généraux et par Isabelle dos Santos et Syndicat Dokolo. En fait, ce que voulaient faire Isabelle et son mari, c'était être présent en fait sur l'ensemble de la chaîne, donc de l'exploitation des diamants à la commercialisation et jusqu'à une chaîne de joaillerie, une marque de joaillerie avec 2 Grisogono. Ça vous montre bien l'ambition qu'il y avait. Voilà. Alors ça s'est fait. Maintenant, le secteur est en train d'être réformé, et j'ajoute que il y avait pendant toute cette période une certaine opacité, et il y a eu beaucoup de rapports sur les violences faites dans les zones d'exploitation. Alors finalement, le président Dos Santos décide de ne plus se représenter en 2017, et c'est un nouveau président, João Lourenço, qui fait partie du même parti politique qui est élu et qui ensuite lance une campagne contre la corruption. Comment est-ce qu'il s'y prend ? En fait, il l'annonce dès la campagne, donc avant même d'être élu, il fait campagne en fait notamment sur la lutte contre la corruption. Donc déjà, ça c'est une assez forte rupture. Et alors ensuite, une fois qu'il arrive au pouvoir, qu'il est président, c'est assez impressionnant. Limogeage, dont celui de José Filomeno à la tête du Fonds souverain, dont celui d'Isabelle qui était à la tête de Sonangol à l'époque, des nominations en cascade, des réformes. Pour vous dire, il y a une image qui fait un carton sur les réseaux sociaux, c'est l'affiche du film Terminator, dans lequel Arnold Schwarzenegger est remplacé par João Lourenço. Donc c'est pour vous donner l'idée de ce que ça représente à l'époque. Et donc il dit clairement qu'il va mettre fin en fait au système en cours.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité.